Alors, fin du colloque, on arrive fin du colloque, et j'ai repris le titre, où est-ce que nous en sommes, le titre de notre programme, Fonctions environnementales et gestion du patrimoine sol. Alors, par exemple, reprendre, nous n'avions pas comme objectif initial de considérer les fonctions de production. Bon, on va peut-être y revenir. Alors, je voulais dire quelques mots. Bon, déjà, je suis très contente du colloque, tout simplement. Je me suis régalée en tant que chercheur. C'est le premier truc, je me suis régalée parce qu'il y a des choses que j'ai mieux compris, même si je connais les projets, j'ai mieux compris, j'ai apprécié la synthèse, j'ai beaucoup apprécié la richesse des échanges, des discussions. Donc bravo à tous, merci à tous pour ça. Et je pense que nous avons atteint nos objectifs. C'était de rendre accessible à un grand nombre le travail qui avait été fait dans le cadre du programme, et c'était de permettre des échanges entre chercheurs, gestionnaires des sols, entre différents métiers, entre différentes disciplines. J'ai l'impression que ça a pu avoir lieu pendant le colloque, donc moi j'en suis très satisfaite, et je pense qu'il y a une personne qui se serait vraiment régalée dans ce colloque et à qui je voudrais rendre hommage, c'est Dominique King. Alors Dominique King, pas mal d'entre vous l'ont connu, mais pas tous. Dominique King était un chercheur INRA qui a pris en fait les rênes du conseil scientifique du programme GESOL en 2007. Et vraiment, Dominique est à l'origine d'un véritable renouvellement du programme. C'est lui qui a attiré des sciences humaines dans le programme. Il avait caractérisé par vraiment une vision assez remarquable, une très grande curiosité, une très grande humilité. Et il a vraiment imprimé très très fortement le programme. Et nous lui devons beaucoup. Et voilà, il nous a quittés en 2011, il est décédé en 2011, et je crois qu'il il aurait beaucoup apprécié ce colloque, il serait beaucoup intervenu. Alors, effectivement, issu GESOL, donc ça a commencé, le GESOL 3, ça a commencé l'émergence, c'est-à-dire qu'on un conseil scientifique, commençait à réfléchir à ce que pourrait être un appel d'offres, 2007, vous voyez, on en est à pratiquement 8 ans de fonctionnement, dont à l'intérieur, il y a des projets qui ont été financés pour 3 ans, 4 ans. Donc, en fait, la phase de financement effectif des projets n'est pas forcément très, très longue. Ce qu'on a pu voir, c'est des résultats nombreux et des résultats qui ouvrent des pistes concrètes. Des pistes concrètes à l'attention de tous ceux qui sont impliqués dans des opérations d'aménagement, finalement des propositions d'outils, ce qu'on a vu ce matin, des réflexions sur le dispositif législatif, des outils pour des gestionnaires d'ouvrages d'infiltration, d'assainissement, des outils économiques, des évaluations d'outils économiques pour protéger certaines fonctions des sols, des outils de suivi à haut débit de la biodiversité des sols, du carbone des sols. Voilà, ça va dans une palette extrêmement large. Et puis aussi, par exemple, ne serait d'attirer l'attention sur la diversité, l'importance de la perception des sols. On a eu aussi des démonstrations de l'impact de pratiques vertueuses sur la biodiversité des sols, des outils pour gérer, apprécier l'impact des sols sur la qualité des eaux. Donc, vraiment des réalisations concrètes et très satisfaite. Et puis, je voudrais quand même souligner à ce propos que GESOL, si GESOL est un programme qui est entièrement consacré au sol, c'est le seul, il n'y a pas que dans GESOL qu'il y a de la recherche sur les sols. Et c'est pour ça que nous avons tenu à solliciter des collègues ayant eu des projets ANR ou des projets CASDAR à venir présenter leurs travaux, parce que notre trame, elle est vraiment à trous. Et puis pour pas se présenter comme monolithique, c'est nous les sols. Et donc je tiens vraiment à remercier les collègues qui ont accepté de venir jusqu'ici nous présenter leurs travaux. Et ça a beaucoup complété, ouvert, ça nous a fait. C'était vraiment appréciable. Alors, ce résultat où nous sommes aujourd'hui, comment est-ce qu'on y est arrivé? Finalement, qu'est-ce qui nous a guidés? Quelle est la caractéristique de projet? Je crois que le premier point que je veux dire, c'est que... Alors, ça, je suis passée, j'ai des transparents avec rien dessus. Enfin, pratiquement, mais c'était... Il y en a quelques-uns où il y a... c'est de la recherche, GESOL, c'est de la recherche finalisée. Donc c'est de la recherche qui délibérément veut s'ancrer dans des questions de société, qui entend définir, construire des questions de recherche à partir de ces questions de société et qui a l'ambition de revenir à ces questions de société par des réflexions, par des outils éventuellement, donc c'est plus ou moins élaboré. Et pour avancer là-dedans, pour nous-mêmes avoir une vision un peu plus claire de ce qu'était le projet, on a sous l'impulsion, à l'initiative de Dominique King, travaillé pas mal avec un schéma fonctionnel, et vous retrouverez différents aspects de ce qu'on a vu pendant ces 3 jours. Il y a des forces agissantes sur les sols, et derrière il y a des diversités très grandes de perception des sols. Ces forces agissantes, agriculteurs, gestionnaires de bassins, maires, etc., ils ont des actions effectives sur les sols qui conduisent implicitement ou explicitement à un pilotage des fonctions des sols.
Ces actions, elles ont un impact, elles ont des attendus en termes de produits et services que l'on peut évaluer. Elles ont un impact sur les sols eux-mêmes, qui peuvent être dégradés, qui peuvent être restaurés, qu'on peut construire, on l'a vu aussi hier, et évidemment un impact sur d'autres compartiments de l'environnement, comme l'eau et l'air. Et ça nécessite une évaluation qui doit être environnementale, et que nous avons beaucoup menée au sens environnemental, mais aussi économique, sociologique, et on retrouve les différents aspects dans différents projets du programme. Ces évaluations doivent être articulées, associées, afin de faire des réponses concertées, adaptées à la diversité des acteurs des sols, donc des réponses écologiques, sociologiques, législatives, économiques, sur les forces agissantes et sur les actions, donc on va dire par exemple des changements de pratiques par rapport au sol. Donc le type d'outils que nous avons essayé d'utiliser pour à la fois avoir une vision un peu systémique des projets et du programme, et essayer de repérer des manques, voilà. Donc c'est un peu comme ça qu'on a essayé de construire une recherche finalisée. Ce qu'on peut dire aussi, c'est que finalement on a été, on vous a beaucoup embêté, les porteurs de projets, on vous a beaucoup embêté. En fait, il y a une caractéristique du programme, c'est qu'il y a différentes instances, donc il y a le comité d'orientation, dans les orientations qui représentent finalement la société, le conseil scientifique, un secrétariat permanent constitué de 4 membres, qui sont succédés, et le conseil scientifique et le secrétariat permanent ont beaucoup interagi avec les porteurs de projets à différentes étapes, lors de séminaires de suivi, lors de séminaires thématiques, lors de l'évaluation des rapports, pour le colloque, la consigne 8 diapos pas plus, oui c'est nous, imposé. Et pensons que ça, voilà, c'est une contrainte qui a été apportée, certaines qui existent aux chercheurs, ça n'existe pas dans d'autres programmes de recherche. Nous, notre conception, c'est que c'est peut-être comme ça qu'on peut arriver à essayer de faire de la recherche finalisée. Et cette recherche, elle aboutit à des productions. Alors, je voulais en présenter tout plein, mais il y en a qu'une petite partie, mais ça a été pas mal des guides, pas mal de formations finalement qui ont été proposées, des diffusions pour des publics très très variés. Et autre chose, on a eu dans le programme, alors si vous avez échappé à nos produits de communication, vous êtes très très fort, parce que on vous a déjà distribué le jeu de cartes, mais donc on a eu un investissement très important en termes de communication, et Camille Guellier qui est là-haut, c'est beaucoup, qui est membre du secrétariat permanent et qui est animatrice du programme, c'est beaucoup impliquée là-dedans. Et puis, je crois qu'on a un peu essayé, timidement, peut-être si on continue, peut-être qu'on le fera un peu plus, d'être un petit peu think tank. C'est la 3e fois qu'on fait un communiqué. Alors nos communiqués, je ne sais pas s'il y a beaucoup de gens qui les lisent, mais voilà, on essaie de porter une opinion sur l'état des connaissances et ce qu'on peut en faire, et une opinion sur des décisions, des propositions politiques sur les sols. Donc c'est très timide encore, mais je pense que, en tout cas j'encourage à je souhaite que nous continuions, et là encore les membres du CS sont très dynamiques par rapport à ça. Autre chose, comment est-ce qu'on a mené cette recherche, qu'est-ce qui explique qu'on arrive à là, c'est que nous sommes partis sur un parti pris délibéré du fait qu'il fallait ouvrir. Le sol, ce n'est pas que les fonctions de production, même si je suis la première à dire que la sécurité alimentaire, c'est certainement la priorité concernant les sols, mais il faut ouvrir, et ça s'est traduit par une ouverture disciplinaire, là encore impulsée par Dominique King, avec l'entrée dans le conseil scientifique de sociologues, économistes, juristes, avec chacun des visions différentes, des parties différentes du puzzle. Alors on fait certainement plus de la pluridisciplinarité, multidisciplinarité que de l'interdisciplinarité, mais je pense qu'une idée, finalement un truc qui a été très fructueux, c'était que des projets sols soient portés par des gens qui ne soient pas des spécialistes du sol, voilà, soient portés par des juristes, par des sociologues. Et là, il y a eu vraiment un levier. On a eu un peu la trouille au début, très honnêtement, par rapport aux collègues sciences humaines. On a eu un peu la trouille, mais je pense que ça valait le coup. Ça valait le coup, et ça modifiait finalement, ça a un peu changé la manière de faire un partenariat entre sciences, parce que ce sont ces collègues sciences humaines qui venaient chercher, dire on a besoin aidez-nous là, on a besoin d'expertise sur les sols. Je vois Marcel qui... Voilà, donc cette ouverture pluridisciplinaire. Une autre ouverture, c'est différents types de sols, et vous avez vu une étude des machins reconstitués, là, Jérôme Cortet n'osait même pas, je ne sais plus quel terme il a utilisé, mais matériaux, voilà, même pas dire que c'est des sols, des technosols, voilà. Nous avons les termes savants, du jargon, enfin des termes savants, mais bon,
très grand élargissement en termes de sol en dehors du domaine agricole et forestier, et puis aussi une diversification des fonctions et services attendus des sols. Donc là, j'ai trouvé ça sur Internet, par exemple, fonction récréative, fonction de lien social que peut avoir les sols. Et ça, je pense que c'est assez original. C'est original dans le paysage français, c'est original dans le paysage international. Je fais partie de comités d'autres actions dans d'autres pays. GESOL et la tendance va vers ça, mais GESOL est quand même une relative exception, en tout cas a été tout à fait précurseur. Et donc pour ça, je voudrais venir remercier tous les acteurs de ce programme, le comité d'orientation, le conseil scientifique, le secrétariat permanent, et ça me fait plaisir de voir que d'anciens membres du secrétariat permanent comme Marion Bardy sont là, les membres présents comme Yorgis, comme Hélène, Camille Guélier, Antonio Bispo, et puis des personnes, par exemple, qui ont contribué largement à la préparation de ce colloque, comme Sylvie Giraudet et puis Noël Millet, qu'on a un peu épuisé ces jours-ci. Mais voilà. Alors, où on en est aujourd'hui? Qu'est-ce qu'il y a comme piste de recherche? Là, je crois que j'ai une diapo vide. Ah oui, non, je voulais une photo, elle est abominablement floue, donc il faut que je récupère. On a plein de photos, on ne voit rien, on a plein de photos, et je me suis aperçue que je n'en avais aucune sur mon ordinateur quand j'ai cherché ça hier soir. Donc, merci à tous. Oui, alors, où est-ce qu'on en est maintenant? Besoin de connaissances. Moi, je trouve que, alors, ces recherches finalisées, on a quand même un grand besoin de mettre en musique nos connaissances, les assembler, les décliner, les traduire, les chaîner. J'ai bien aimé, par exemple, les chaînage de modèles, chaînage d'outils. Ça, c'est vraiment, on dit, nous, chercheurs, qu'un résultat n'existe pas tant qu'il n'est pas publié, et je me demande si la société, elle ne se dit pas que la connaissance n'existe pas tant qu'elle n'est pas traduite en outils, en éléments de décision, en support à la décision. Et puis sinon, il y a des besoins de recherche croissants dans certains domaines, produire plus et de meilleure qualité, ça nous interpelle encore et toujours pour les sols. Le changement climatique, bon, vous avez vu l'initiative de Stéphane Le Sol, il y a des vraies questions de recherche derrière, et elles sont pour partie du périmètre de GESOL. Tu as dit Stéphane Le Sol. J'ai dit Stéphane Le Sol. Ah. J'ai l'occasion de le faire devant lui, ça serait bien. Ça me plairait bien de le faire devant lui. Voilà. Et puis des besoins croissants, je crois, autour de la thématique, finalement, de la question de l'artificialisation. Effectivement, comment prendre en compte les sols dans les questions d'aménagement. Quels sont les impacts de l'artificialisation sur les sols, le fait d'imperméabiliser un endroit, est-ce que ça affecte la biodiversité dans un endroit non imperméabilisé juste à côté? Est-ce qu'il faut définir des nouveaux usages pour certains sols? Est-ce qu'il faut construire des sols? Comment construire des sols? Tout un panel de questions qui sont particulièrement, je crois, prégnantes aujourd'hui et qui s'offrent à nous et qui nécessitent une approche pluridisciplinaire, là encore, et même une approche interdisciplinaire. Et puis, il y a des questions qui émergent à l'issue du colloque. En livre 2, finalement, je me suis dit et redit, finalement, c'est quoi un sol? À quelle vitesse les fonctions du sol apparaissent quand on crée? Ça nous interpelle et c'est vraiment du fondamental. Autre question qui m'est apparue particulièrement hier, c'est on a tendance à faire un lien entre naturalité et biodiversité. C'est pas vrai, apparemment. Il y a eu des exemples en forêt, des exemples sur des sols reconstitués. Ça aussi, ça chamboule notre manière de voir. Bon, donc comme tout colloque, en fait, on repart avec une moisson d'idées nouvelles, de pistes. Voilà donc pour les besoins de recherche. Ensuite, il y a... je ne sais plus si j'avais... Non. Oui. Des besoins. Ensuite, ça interpelle en termes de besoins d'action. Alors, le contexte, il est d'une part très positif. On a une présentation par Luca Montanarella le mardi de nombreuses initiatives internationales qui ont lieu. D'autres initiatives très positives au plan national, c'est que le Conseil économique, social et environnemental s'est auto-saisi de la question de la qualité des sols agricoles. Une autre initiative, c'est que les ministères de l'Agriculture et de l'Écologie ont demandé à 4 de leurs inspecteurs généraux de réfléchir à l'opportunité de mettre en place une stratégie sol, et si oui, qu'est-ce que ça pourrait être? Donc ça, pour nous, c'est vraiment tout à fait remarquable.
Et puis il y a des éléments négatifs. C'est assez déprimant, je vais même dire que c'est assez écœurant. Vous le savez sans doute, hein, le ministère de l'écologie n'a plus de ligne budgétaire pour offrir des appels d'offres. Donc il n'y aura pas de nouvel appel d'offres GESOL dans les 3 ans à venir, enfin ni d'ailleurs d'autres appels d'offres. Hein. Donc il nous faut reconsidérer la question pour maintenir cette action, maintenir cette dynamique qui est enclenchée, ne pas perdre tout ce que nous avons capitalisé, essayer d'ouvrir, de chercher ailleurs. Donc ça, voilà. C'est un peu rude, c'est même très rude. Et puis sinon, ce que je veux dire, c'est que ce colloque, autant que ma présence dans le conseil scientifique depuis 8 ans et mon implication depuis 4 ans dans le secrétariat permanent, m'interpelle et en tant que chercheur, je pense que nous interpelle tous sur l'intérêt, la nécessité de communiquer. Alors on ne peut pas tous tout faire. Donc c'est comment nous répartir finalement en fonction de ce que nous aimons faire, en fonction de ce que nous savons faire, comment nous répartir ça, mais nous avons besoin de communiquer, nous avons besoin de former. Et communiquer sur les sols, c'est vraiment, c'est tellement mal apprécié que c'est vraiment nécessaire. Je pense de contribuer à l'expertise publique. Alors l'expertise publique, c'est quoi? Ce sont les expertises telles qu'elles sont organisées par des organismes comme l'INRA, ce sont des expertises telles qu'elles sont lancées par le panel international sur la biodiversité et les services écosystémiques, et puis contribuer au débat citoyen, et effectivement peut-être faire remonter, comme nous le pouvons, des avis que nous pouvons avoir sur des textes de loi ou autres, intervenir de manière générale dans le débat citoyen. En tout cas, moi, je me sens interpellée là-dessus, j'espère que vous l'êtes aussi. Et puis, je ne sais pas comment, mais je pense que nous devons, en tant que communauté, nous organiser pour essayer de, dans ces différentes directions, d'avancer. D'avancer parce que, je crois que c'est Luca qui avait présenté ça au début, par rapport aux grands enjeux de la planète, le sol, sécurité alimentaire, maintien de la biodiversité, changement climatique, le sol est tout à fait au centre. Et il y a encore et toujours urgence à étudier et comprendre les sols pour mieux les protéger, mieux les gérer. Mais je pense que vous agissez déjà bien en termes de conseil aux politiques. L'amendement 836 qui peut porter sur l'article 48 de la loi de transition énergétique et qui introduit pour la première fois la notion, qui introduit les sols en tant que puits de carbone, c'est bien Joël Labbé et Dominique Arrouès qui l'ont introduit. J'ai regardé les minutes des débats, il y a bien eu un débat entre eux et Ségolène Royal là-dessus. Et puis le projet 4 pour 1000 de Stéphane Le Sol. Donc, je pense que vous n'en êtes pas tout à fait étranger. Hein. GESOL agit en lobbyiste. Il n'y a pas que, moi je vois partout depuis le Grenelle, en particulier depuis le Grenelle, plein de d'auto-organisation dans les régions, dans les départements, dans les collectivités. Les choses avancent par le bas de plus en plus. C'est assez fascinant. D'ailleurs, c'est quasiment entièrement dû à l'action de femmes. D'ailleurs, c'est marrant. C'est Patrick Vivray, le philosophe, qui, lors d'un débat, a dit une fois, finalement, les femmes ont été recluses comme l'écologie, donc les deux se sont retrouvés, et maintenant, ce sont les femmes qui gèrent l'environnement en France. Et partout où je vais en France et un peu à l'étranger, ce sont des femmes qui s'occupent d'environnement et de plus en plus. Par exemple, vous et Sophie Raouz, qui est là-bas, IRD2, initiative magnifique, c'est un exemple de vulgarisation. Anne Hébert-Picard, c'est à vous, vous êtes présidente de la communauté de communes de Seftot. Oui, merci. Donc, moi, je viens avec 2 casquettes, en fait, aujourd'hui, et je vous remercie de m'avoir accueilli dans cette belle assemblée où j'entends effectivement des propos sur les élus qui me dressent aussi le poil sur les bras, je vous rassure. Mais là, j'ai 2 casquettes, ouf, parce que sinon, ça serait un petit peu plus compliqué peut-être à porter. J'ai la casquette donc de membre du conseil d'administration de l'Institut régional, du bureau, pardon, de l'Institut régional du développement durable. Et également, donc, je suis élue d'une communauté de communes. Je suis présidente d'une communauté de communes au centre du département de la Manche. Donc le département de la Manche, comme la Basse-Normandie, c'est principalement rural. Voilà, mais par contre, on est vraiment au centre, donc avec des enjeux sols très intéressants, puisqu'il y a 7 unités paysagères dans un tout petit territoire, avec des enjeux autour de l'eau. Enfin bon, il y a beaucoup de choses qui... On est presque une île, hein, donc vous imaginez la chose, et tout l'apport culturel à des gens qui sont presque insulaires sur les questions du sol. Donc voilà,
je place un peu le débat. Alors aujourd'hui, c'est surtout autour de l'Institut régional du développement durable, auquel donc la communauté de communes Seftot adhère. Voilà, donc l'Institut régional du développement durable, en fait, c'est un institut qui a été constitué entre deux membres fondateurs, l'université et le conseil régional de Basse-Normandie. D'ailleurs, normalement, vous auriez dû avoir un homme à cette table, puisque c'était le premier vice-président, M. Jean-Carl Deschamps, qui aurait dû venir là, mais il est retenu suite à... Voilà. Donc, il m'a chargé de le représenter. Il est retenu par le Mont-Saint-Michel, donc autre vaste sujet. Et je pense qu'il aurait été très heureux d'être auprès de vous. Et voilà, je vous prie de bien vouloir l'excuser. Et donc, cet institut a pour but de rassembler en fait tous les territoires, les acteurs qui veulent parler du développement durable, qui veulent travailler autour des questions du développement durable. Donc il y a des territoires comme le mien qui adhèrent, il y a des parcs, enfin, c'est des tailles plus ou moins grandes de territoires, il y a des acteurs associatifs, et puis bien entendu il y a la formation et la recherche et le conseil régional qui sont là. Donc c'est très intéressant parce que ça fait un espace multi-acteurs pour traiter de plusieurs questions. Et entre autres, on traite de plusieurs thèmes au niveau du développement durable. On fait des journées de sensibilisation auprès des étudiants sur le développement durable. On essaie de travailler sur ces actions. C'est plus, moi, cette partie-là que je porte au niveau de l'IRD2. On fait des rencontres chercheurs aussi sur des thèmes qui peuvent être très variés. Et puis, on a aussi les colloques. Et donc, entre autres, à peu près tous les 2 ans, on met en place un colloque sur un thème. Donc, on avait travaillé sur les EMR. Et donc, en 2014 et 2015, enfin 2014 plutôt, on a travaillé sur le projet autour du sol et sol contre tous. Donc l'idée c'était comme le dit la diapo, c'était de permettre une appropriation collective des enjeux et justement la connaissance et la prévention pour la connaissance et la préservation des sols. Et c'était un projet qui est porté sur 2 ans. Avec un réseau de partenaires. Donc vous pouvez passer. Voilà, donc vous voyez le nombre de partenaires qui étaient très nombreux et vraiment avec l'idée d'avoir des partenaires pluridisciplinaires. Donc ça ressemble un petit peu à la démarche qui est élaborée ici. Vous pouvez y aller. Donc allez-y, vous pouvez continuer. Vous pouvez continuer. Voilà. Donc comment on a travaillé cette question? On a d'abord travaillé autour d'un diagnostic. Puis il y a eu le temps fort donc, du colloque Sol contre tous, et puis finalement pour aboutir cette année, on travaille sur les applications à mettre en œuvre en fonction des différents de cette démarche, suite à cette démarche. Donc voilà, le diagnostic en 2014, donc vous voyez 30 structures partenaires, 7 réunions participatives, 35 entretiens individuels, ça a été vraiment très très riche. Voilà, je passe rapidement. Donc de ce diagnostic, on en a élaboré un programme d'action. Et puis il y a eu un temps fort, où vous étiez d'ailleurs présent déjà. Et Philippe. Oui, tout à fait. Les 13 et 14 octobre, avec 23 intervenants, une soirée grand public, des tables rondes, où là vraiment il y a eu aussi une exposition, beaucoup d'échanges, c'était très riche. Malheureusement, je n'ai pas pu y être le soir, mais toute la journée pleine, là, j'étais présente et j'ai vraiment beaucoup apprécié aussi cette vision très large autour du sol. Ça apporte quand même une ouverture d'esprit intéressante. Continuez. Et donc, du coup, suite à ce travail-là, on en a retiré 6 axes, 6 applications, 6 axes de travail que je vais reprendre. Voilà. Donc, ces axes-là, en fait, ils avaient été votés par les participants. On avait des petites boules, des petites graines de terre, en fait. Petites boules d'argile que certains ont mis dans leur bouche les prenant pour des M&M's. Oui. Et donc, chacun a voté, tous les participants ont pu participer, franchement, au vote des actions. Alors, vous voyez que donc sensibiliser et former à l'agroécologie, c'est celui qui a été le plus plébiscité comme thème de travail. Le deuxième, ça revient, voilà, il n'y a pas de surprise, élus locaux et multifonctionnalité du sol, donc là aussi, 180 personnes qui ont voté pour ça. Puis en troisième, sensibiliser les jeunes publics. Quatrième, caractériser les sols, favoriser l'interconnaissance entre acteurs.
Et enfin, explorer les droits et devoirs inhérents à la propriété des sols. Donc, c'est vrai que là, on voit bien qu'on a besoin de se parler du sol, de se former autour du sol, avant de voir quel emballage juridique on va pouvoir y mettre. C'est assez parlant. Voilà. Donc, on a mis en place, alors entre autres, voilà, parce que je ne vois plus de loin. Là. Changement climatique. Il y a une journée au mois de juin, voilà, le 19 juin, 14h. Voilà, merci. Le 19 juin à 14h, on a donc une journée aussi sur le changement climatique et si on utilisait mieux le sol. Voilà, donc on continue en fait toutes ces actions avec les différents acteurs. Et puis il y a eu quelques exemples d'actions. Hein. Il y a un 4 pages qui va de sensibilisation sur la multifonctionnalité du sol qui est en cours d'élaboration, qui a été co-construit par les partenaires. On fait également un travail sur le phénomène de vacances dans les centres-bourgs, parce que vous n'êtes pas vous n'avez peut-être jamais venu en Basse-Normandie. Non, mais suite à au débarquement, il y a eu énormément de logements qui ont été détruits par ces événements-là. Et donc, tout le bâti de la reconstruction, qui a été fait, bien entendu, pour rapidement reloger les personnes, a des gros inconvénients en termes d'énergie et d'accessibilité. Et donc, il y a toute une réflexion à faire autour de la rénovation de ces centres-bourgs. Et plutôt que d'aller construire à l'extérieur, travailler sur cette rénovation qui aujourd'hui est un patrimoine qui n'est pas toujours considéré comme un patrimoine de valeur importante. Et puis il y a un travail sur l'accompagnement des élus locaux à l'intégration de la multifonctionnalité. Et entre autres, aujourd'hui, donc au sein de ma propre communauté de communes, on va pouvoir travailler avec Sol et Paysages sur un petit peu, je ne sais plus quel intervenant d'avant-dernier de tout à l'heure, voilà, la réflexion autour des sols, c'est-à-dire comment est-ce que dans une communauté de communes on peut considérer les sols, sachant que la communauté de communes Seftot, en fait, on est en train de réaliser notre PLU intercommunal. On est passé par un agenda 21 qui a été validé en 2012. Et donc, depuis, on a fait toute une démarche, disons, on essaie de changer un petit peu notre modèle de développement, de se moderniser. Et par la mise en place de ce PLU intercommunal, on s'interroge forcément sur les sols, puisque ce qui a surtout intéressé, ça peut vous intéresser, que je vous dise un petit peu cette démarche plus en détail, parce que ce qui a intéressé, moi, les élus, c'est des élus qui sont des élus de petites communes. Il y a encore pas mal d'agriculteurs, hein, mais ce qui les a surtout intéressés dans la mise en place de l'agenda 21, ce n'était pas forcément de préserver l'environnement, c'était surtout de faire participer la population à la réflexion. C'est le côté participatif qui les a intéressés. Et donc, du coup, on a mis en place un diagnostic partagé. Vous connaissez la démarche, diagnostic partagé, et après projet d'action partagé. Et dans ce diagnostic partagé, on avait pris le soin de se faire assister par une paysagiste. Et ça nous a vraiment donné une autre vision de notre territoire. Et là, on s'est dit, il y a un truc, en fait, dont on ne s'occupe jamais, même si on est un territoire rural, c'est l'agriculture. Finalement, c'est tellement évident. En plus, dans les espaces ruraux, l'espace, c'est tellement évident que voilà, on ne s'occupait pas trop de ça. Et ça paraissait compliqué de réfléchir à cet espace. Et donc, bon an, mal an, on s'est dit, il faudrait peut-être quand même qu'on réfléchisse à arrêter de produire des lotissements à pas cher, de qualité, de valeur paysagère vraiment pas terrible, avec des grandes surfaces que finalement, aujourd'hui, personne ne sait trop quoi en faire, etc. Bon, bref, à être dans un modèle très consommateur et pas très qualitatif. Donc c'est vraiment ça qui nous a après engagés à faire notre PLU intercommunal. Et pour aller jusqu'au bout, aujourd'hui, on est territoire en transition énergétique. On fait partie des 200 territoires labellisés. Donc on a tout un programme d'action autour de ces réflexions-là. Et donc aussi, on a remporté, je ne sais pas si vous avez entendu, le programme revitalisation des centres-bourgs. Donc dans la Basse-Normandie, on est deux bourgs à l'avoir remporté, dont Périer, parce qu'on travaille sur justement la rénovation plutôt que la consommation de l'espace. Voilà, donc on est rentré dans les sols, dans cette... Voilà, et donc
la manifestation, enfin, et toutes ces actions autour de la connaissance du sol, aujourd'hui, nous amènent à nous dire que dans le cadre de notre PLUI, il faudrait peut-être qu'on imagine le sol autrement, et on voudrait engager, avec paysage, sol et paysage, une réflexion et une formation des élus autour de, finalement, qu'est-ce que c'est qu'un sol, pourquoi est-ce qu'il faut qu'on s'en occupe, à quoi ça sert, est-ce que c'est juste un support? Parce que, paradoxalement, je vous dis, dans les territoires ruraux, on ne connaît pas forcément le sol, ou en tout cas, ceux qui les connaissent bien, c'est surtout les agriculteurs, mais ils ne sont pas si nombreux que ça, et les gens qui habitent ou qui vivent autour ont un rapport au sol plus en tant qu'usagers de support, mais pas tellement sur le côté savoir-faire du vivant. Alors, finalement, cette démarche, voilà, quels apports pour un tel projet pour un territoire? Alors, j'ai essayé de les résumer en 5, mais j'ai vu qu'à travers les expressions de chacun, finalement, on va se retrouver. Cette démarche de réfléchir au sol, en fait, c'est quand même d'abord une prise de conscience de l'importance des sols. C'est très important, voilà ce que je vous disais, le sol c'est vivant, ce n'est pas un simple support, c'est un acteur social, j'ai bien aimé ce que vous aviez dit, hein. C'est un espace qui peut donner la vie et qui recycle la vie. C'est un support aussi de développement économique stratégique pour les territoires ruraux. Et ça, c'est quelque chose, on va le voir autrement. C'est-à-dire que si on ne se met pas à réfléchir à nos sols, si on veut relocaliser l'économie, là je fais un petit peu de l'économie de développement, mais il y a aussi ça. Parce que demain, les territoires ruraux, ça va être un problème. Je veux dire, moins de fonds publics, des habitants qui ont des demandes équivalentes aux urbains, problème de l'énergie. Comment on va faire? Il va falloir on entretienne les sols avec des dotations moindres, qu'on entretienne l'espace, qu'on entretienne les ressources naturelles pour qu'on puisse fournir à la population de l'alimentation, l'eau, etc. Hein, bon, il y a toutes ces choses-là. Et comment on va faire pour tout faire? Donc il faut quand même qu'on imagine des nouveaux modèles de développement, et je pense que le sol est également une idée pour réfléchir à de nouveaux modèles de développement. La deuxième vertu de cette démarche, c'est un intérêt à travailler ensemble. Hein, moi, je dis aujourd'hui, on est tombé dans l'ère des co. Donc, effectivement, le sol va nous aider à la réflexion autour du sol, mais ça peut être vrai aussi autour de l'énergie ou d'autres éléments. Voilà. Mais bon, là, autour du sol, en tout cas, c'est un intérêt à travailler ensemble autour du sol, avec une vision partagée et croisée, avec beaucoup d'acteurs. Voilà, on va collaborer, on va coopérer sur ce sol. Et le fait d'avoir l'apport de la recherche, je peux vous assurer que c'est vraiment une prise de hauteur, c'est vraiment un souffle d'oxygène. On participe avec vous à une aventure, je dis avec vous parce que je ne me mets pas dans les chercheurs, on va se mettre autour de la table et on va s'écouter. Et ça, c'est très important, et je pense que les élus ont besoin de ça, mais ils n'osent pas. Très sincèrement. Ils n'imaginent pas qu'un chercheur peut se mettre à la portée de choses très concrètes du territoire et vice-versa. Donc moi, je vous engage, voilà, utiliser ce prétexte, c'était mon troisième point, hein, c'est un prétexte pour partager des savoirs et des expériences, donner une place à la rencontre entre les savoirs liés à l'observation et à la culture au quotidien et à la transmission. Et vous, les chercheurs, ce que vous portez comme message et comme recherche, les chercheurs cherchent et souvent on arrive à trouver des trucs quand même. Et donc, voilà, je pense que l'effort que vous faites de travailler autour de la pédagogie et de simplifier, moi j'ai tout compris tout à l'heure, donc je me suis dit que si je comprenais tout, alors des fois il faut un peu décoder, mais c'est très important. Et donc, le quatrième point, c'est que ce travail commun autour du sol, c'est un encouragement à réfléchir à un autre développement. Hein, il va falloir prendre des décisions collectives et partagées. J'insiste bien sur collectif, parce que quelque part, aujourd'hui, c'est un vrai souci. C'est qu'est-ce que c'est qu'un bien collectif? Qu'est-ce que c'est qu'une action collective? Qui va financer? On ne veut plus payer d'impôts. Comment on va faire? C'est une vraie question. Il y a peut-être autre chose que des apports financiers, mais il faut qu'on retravaille autour de ces questions de collectif. Et finalement, le sol est une bonne idée. C'est une porte d'entrée concrète qui permet d'aborder concrètement la mise en œuvre d'un plan d'action et d'un plan d'action de développement durable. Et puis pour terminer, le cinquième point, c'est effectivement, ça va nous permettre de réfléchir à des outils d'évaluation, parce que c'est un vrai souci.
Aujourd'hui, on va nous dire, ben oui, on va me dire, ben oui, t'as fait ça, mais t'as vu combien ça coûte, hein. Vous prenez par exemple, je vais vous prendre un exemple très concret, le coût des temps d'activité pédagogique, vous savez, les nouveaux rythmes scolaires. Alors si on regarde que le coût, c'est sûr que là, on s'arrête tout de suite, hein. Et en plus, aujourd'hui, c'est un vrai frein, hein. Enfin, pas l'étape, mais les questions d'argent. On arriverait... Il faudrait arrêter de respirer des fois pour ne plus dépenser, mais bon, après, on va mourir, donc c'est embêtant. Donc, oui, je suis un peu caustique, mais c'est vrai. Mais par contre, si on le voit d'un côté éducatif et attractivité d'un territoire, on ne le voit plus du tout pareil. Donc, voilà, qu'est-ce qu'on veut faire? On dépense, mais qu'est-ce qu'on veut faire? Donc, avoir des outils d'évaluation sur la qualité financière, mais aussi sur les valeurs sociales et environnementales que ça apporte à un territoire, pour permettre d'avoir une vision dégagée d'un petit mandat, d'un pauvre petit mandat de 6 ans, tout petit rikiki. Voilà, ça serait intéressant pour pouvoir passer le flambeau de temps en temps, parce qu'effectivement, bon, il y a cette question du facteur de temps. N'oubliez pas que ça aussi, c'est quelque chose, le sol va nous réapprendre à avoir peut-être une vision beaucoup plus zen de la vie. Et je vais vous donner juste un petit exemple. Vous voyez, je suis des étudiants, parce que par ailleurs, je suis enseignante dans un lycée agricole, donc c'est vrai que le sol, ça me parle un peu. Mais en parallèle, je fais quelquefois quelques cours à des étudiants en université qui sont plutôt urbains et qui, par exemple, mettent en place des jardins partagés, des choses comme ça. Ben, c'est rigolo comme tout. L'autre jour, ils m'ont fait marrer quand ils ont présenté leur projet, parce qu'ils étaient tout impatients de voir leurs radis pousser. Et ils m'ont dit, mais ça prend vachement de temps, hein. Je lui dis oui, c'est pas comme un texto, quoi, si tu veux, faut que tu attendes un peu. Voilà. Donc, voilà. Donc, c'est des trucs, c'est rigolo. Donc, il y a besoin, voilà, de se reparler de tout ça. Alors, les leviers, moi, j'ai essayé d'en mettre 1, 2, 3, 4, 5. Oui, je fais vite, hein, vous allez voir. C'est 1, former les élus et les acteurs du territoire au fonctionnement. Ça, c'est impératif. 2, profiter des démarches de projets partagés comme les PLUI, les agendas 21. C'est des espaces formidables pour parler du sol. Et là, il faut y aller. Intégrer dans les programmes d'éducation des ateliers de sensibilisation auprès de tous les acteurs. Parce que le sol, c'est comme l'énergie, c'est comme plein de choses, comme les paysages, c'est l'affaire de tous. Ça marchera si on se met bien tous ensemble à réfléchir sur un territoire à ces questions-là, parce que sinon on va s'opposer. Et remettre l'agriculture et les savoir-faire du vivant au cœur des projets d'aménagement. Moi, je pleure quand je vois que dans certaines formations qui traitent d'urbanisme, on ne parle pas d'agriculture. Aujourd'hui, c'est voilà, pour rapprocher l'agriculture et le citoyen, et co-construire avec les acteurs les nouveaux modes de développement pour permettre cette relocalisation. Voilà. C'est tout ce que j'avais à dire pour ce que ça peut, je pense, apporter. Est-ce que vous pouvez... J'ai un peu forcé le trait par rapport à la vision d'un élu, mais c'est, je crois, une réelle attente. Et je peux vous assurer, je n'ai pas des élus spécialement avec des niveaux très très importants, mais quand on leur parle comme ça et qu'on va sur le concret, on arrive à faire progresser. Parce que le problème, c'est aujourd'hui, c'est ça, c'est comment on peut faire autrement. Il y a une vraie panique, hein. Et donc, le sol va être un vrai support d'échange. Juste pour terminer, il y avait quand même que je mette Sophie en image. Voilà. Elle est là-bas, Sophie. Elle est tout là-haut. Voilà, lève ta main, Sophie, qu'on te voit. Voilà, elle est là. Grâce aux 3 filles de l'IRD2, on arrive à faire des choses bien dans la région Basse-Normandie. Oui, je confirme, côté remarquable d'IRD2, je confirme ce que vous dites sur les élus. Oui, les élus sont en demande d'informations, sont en demande de concret. Je donne juste un exemple très 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 court. La commune des Loges, en Haute-Normandie, entre Fécamp et Étretat, qui, par le biais de sa trame verte et bleue, a réuni tout le monde, tous les acteurs autour d'une table. Vous parlez des agriculteurs, les chasseurs, moi je les vois tout le temps. S'il y a bien des gens qui connaissent leur territoire, ce sont les chasseurs et là les pêcheurs. Et qu'in fine, la commune est arrivée à redécouvrir ses sols et à les sanctuariser, ses sols agricoles. Claudia Olazabal, vous êtes chef de l'unité agriculture, sol et forêt, la direction générale de l'environnement. Donc vu de Paris, l'Europe c'est pas bien de toute façon, tout le monde le sait. Vous allez nous prouver le contraire. La directive sol, c'est un serpent de mer, va-t-elle arriver? Voilà, vous n'êtes pas obligé de répondre, hein. Mais de toute façon, je ne pouvais que vous poser la question. C'est à vous. Merci beaucoup. Bonjour mesdames et messieurs. Je voudrais surtout
surtout commencer par remercier les collègues de GESOL de m'inviter de nouveau. Je parlais avec Antonio Obispo et on discutait. J'avais déjà été au premier colloque GESOL en 2006, donc ça ne me rajeunit pas, vous me direz. Mais donc me revoilà, rebelote, voici pour rediscuter qu'est-ce qu'on va faire pour les sols en Europe et surtout aussi quels seront nos nouveaux besoins de recherche. Ce qui est bien de venir la dernière, ou presque la dernière, c'est que beaucoup de choses que j'aurais dû dire ou que j'aurais pu dire ont déjà été dites. Donc ça me permet de garder mes 10 minutes sur des sujets qui n'ont pas été traités. Donc, vous dire, c'est pas dans cet auditoire que je vais parler sur l'importance des sols, c'est pas non plus dans cet auditoire que je vais parler de l'interaction des sols avec tous les autres domaines environnementaux. Et Monsieur Billet ce matin a très bien illustré le manque juridique qu'on a en Europe pour la protection des sols. C'est évidemment le cas au niveau européen, mais c'est certainement aussi le cas au niveau des États membres, puisqu'il n'y a que 2 États membres qui ont vraiment une législation cadre sol, ciblée sol et s'occupant de tous les problèmes de sol. Et donc, on voit ce vide juridique se répliquer au niveau européen et au niveau des États membres. On voit aussi que non seulement ces sujets sont liés, mais on est de plus en plus conscient, on en a toujours été, mais maintenant ça devient de plus en plus clair, que sans protéger les sols, on n'arrivera pas, et on n'arrive pas, à satisfaire les objectifs environnementaux qui sont dans les législations existantes, voire en particulier la directive cadre de l'eau. Si vous le savez, en 2015, les masses d'eau devraient atteindre un bon état écologique et un bon état chimique, et seulement 53% des masses d'eau vont l'atteindre. Et pareillement, on a aussi une directive Habitat, une directive oiseaux qui dit qu'on doit atteindre un bon état de conservation des espèces et des habitats protégés. Et maintenant, dans 2 ou 3 semaines, vous allez avoir le rapport sur l'état de la nature qui va être publié par la Commission sur la base des données des États membres. Et vous allez voir qu'on est loin d'avoir, très très loin d'ailleurs, d'avoir atteint l'état de conservation favorable pour les espèces et les habitats protégés. Et évidemment, il y a beaucoup d'autres pressions, mais la dégradation des sols croissante, c'en est une des raisons pour lesquelles on n'atteint pas nos objectifs environnementaux dans d'autres législations européennes. La dégradation des sols continue. Si vous avez vu le rapport qui a été publié le 4 mars de l'Agence européenne de l'environnement sur l'état de l'environnement en Europe, qui est, si vous ne l'avez pas vu, je vous invite à le voir parce que c'est vraiment un effort absolument colossal qui a été fait en Europe pour faire une photo de l'état de l'environnement en Europe et aussi, non seulement de l'état maintenant, mais il y a aussi des estimations de ce qui va se passer en Europe jusqu'en 2050, étant donné les pressions globales. Donc je vous invite vraiment à le voir. Et là, on conclut aussi que la dégradation des sols en Europe et ailleurs continue. On avait, comme vous le savez, deux éléments. On avait la stratégie thématique des sols qui est toujours en vigueur, qui est toujours vivante, qui est toujours d'actualité et qui est toujours tout aussi valide que quand on l'a adoptée en 2006. Et là, c'était le but essentiel, c'était une utilisation soutenable des sols qui était basée d'un premier côté de la protection des fonctions des sols. Et c'était vraiment une des premières, sinon la première stratégie d'utilisation qui était basée sur les services écosystémiques. On ne l'appelait pas service écosystémique dans le temps parce que ce n'était pas la mode, on appelait fonction des sols. Si on le fait maintenant, on les aurait appelés service écosystémique des sols. Mais c'était vraiment une approche assez fonctionnelle sur les sols et basée aussi sur la prévention de la dégradation des sols et sur la restauration des sols dégradés, qui est quand même un problème assez fort en Europe. Les 4 piliers de la stratégie, tout aussi de vigueur, c'est évidemment la sensibilisation. On est toujours en conscient, on l'était déjà quand on a commencé, parce que faudrait que je vous dise que la Commission, et c'est pour ça que ça a quand même été je vous ne le cache pas, un processus assez traumatique pour la Commission, parce qu'on a commencé à travailler très sérieusement sur la protection des sols dans l'année 2000. Et on n'a pas réussi vraiment à aboutir à un projet européen encore. Et donc c'est quand même pour la Commission et pour les États membres et pour le Parlement, on a tous été impliqués sur cette grande chantier, un
un chantier inachevé qui est quand même unique dans la politique environnementale européenne. Avoir un échec, entre guillemets, politique de cette grandeur, c'était vraiment unique. En tout cas, ce qui était clair, c'est qu'il y avait un problème de sensibilisation sur la connaissance de l'importance des sols, qui demeure encore. Et donc, il y avait des efforts à faire de sensibilisation, des efforts de recherche à faire. Il y a des lacunes, il y a toujours des lacunes, il y en a moins, évidemment, qu'en 2004, en 2003, qu'en 2000, qu'en 2006, mais il y en a encore. La nécessité évidente d'intégrer des considérations de protection des sols dans toute autre politique liée, donc l'agriculture, le développement régional, etc., les transports, etc. Et le quatrième pilier, c'est donc la législation, et c'était la proposition de directive qu'on a mise sur la table. Cette proposition de directive, je ne vais pas rentrer dedans puisque bon, on l'enlevait, mais sur ça, c'était une proposition de directive déjà qui avait été le résultat d'une espèce de mini-Grenelle. On avait fait une mini-Grenelle seule dans les années 2002, 2003, 2004 avec 300 ou 400 experts de toute l'Europe pour savoir qu'est-ce qu'on devrait faire au niveau européen avec les sols. Donc c'était le résultat d'une mini-Grenelle seule au niveau européen. Et on s'était rendu compte, enfin les chercheurs nous avaient dit, et je reviendrai sur ce point, étant donné la variabilité des sols en Europe, vous ne pourrez pas avoir une directive telle que la directive cadre eau ou la directive habitat, c'est-à-dire avec des objectifs environnementaux communs à tous les États membres, parce que, étant donné la variabilité des sols, ça ne marchera pas. Alors, on a tout à fait compris cette logique. On a dû prendre une logique différente, qui est que la logique normale des directives environnementales européennes, c'est-à-dire au lieu d'avoir un objectif commun, et puis vous faites ce que vous voulez, mais vous devez atteindre un objectif pour une certaine date, on a dû faire un peu à rebours et dire on ne peut pas faire ça pour les sols. Et ça a été une des gros problèmes de la directive sol. On a dû dire aux États membres, plutôt que qu'est-ce que vous devez atteindre, ça c'est à vous de décider, étant donné vos sols, vos circonstances, etc. On a plutôt rentré dans une directive plus procédurale. Qu'est-ce que vous devez faire? C'est-à-dire vous devez faire un diagnostic. Sur la base de ce diagnostic, regardez où est-ce que vos sols ne marchent pas. Sur la base de où ça ne marche pas, mettre vos propres objectifs et vos propres mesures. Et donc, ces démarches plus procédurales, plutôt qu'une obligation de résultat, n'a pas marché. N'a pas marché et a été vécu un peu par certains, pas tous évidemment, mais par certains comme une démarche trop dirigiste. Pas dans les résultats, mais dans la méthode. Et donc, on ne mériterait pas notre fonction si on n'était pas capable d'apprendre de nos erreurs et de 8 ans de négociations avec les États membres. Et donc ça c'est une chose que pour une nouvelle initiative, il faudrait re-regarder. En 2003, on commence à déjà donner des signaux, la Commission commence à donner des signaux. Si on n'arrive pas à un accord au Conseil, on va retirer notre proposition de directive. Pourquoi on fait ça en 2013? Parce qu'on approchait et je vais être très franche, bon, tout le monde le sait, on approchait des élections allemandes. Et pourquoi on s'inquiétait des élections allemandes? Parce que l'Allemagne a joué un rôle absolument essentiel dans la minorité de blocage pour la directive. Alors, on disait, s'il y a un changement politique en Allemagne, il se peut qu'il y ait un changement sur la politique des sols. Et donc, on a donné un signal, on va attendre quelques mois, on va voir si l'Allemagne, dans une nouvelle configuration politique, est capable de quitter la minorité de blocage. Et sinon, finalement, il va falloir retirer la proposition parce qu'après 8 ans de négociations, on n'y aboutit pas. Je vous dis, la seule autre domaine où on s'est retrouvé avec un clash politique de cette envergure pour l'environnement, c'est la directive sur l'accès à la justice des ONG. Des ONG, oui. Et donc, qui avait été aussi adoptée en même temps
que les sols, ou en 2004, et qui pendant 10 ans, on n'a pas arrivé, et finalement, on l'a aussi enlevé. C'était vraiment les deux, l'accès à la justice et les sols, c'était vraiment les plus gros clashs environnementaux politiques avec lesquels on s'est retrouvés. Et donc finalement, les Allemands, il y a effectivement eu un changement politique, il y a eu une coalition entre les socialistes et les conservateurs, mais la position allemande n'a pas changé et la Commission s'est rendue compte que le contexte politique n'aurait pas changé pour aboutir à une adoption. Donc effectivement, on a retiré notre proposition, mais en la retirant, on a tout de suite publié dans le journal officiel que nous, on se réaffirme dans notre engagement à atteindre l'objectif de la protection des sols. Et on va examiner quels moyens, puisque celui qu'on avait mis n'a pas marché, visiblement n'a pas marché. Donc, il faudrait parvenir au mieux avec une nouvelle initiative. Et donc, ça, c'était encore avec le collège Barroso. Et donc, on n'était pas encore avec le président Juncker. Donc, en tout cas, nous avons, je ne sais pas si vous connaissez le 7 programme d'action de l'environnement, et c'est-à-dire, ça c'est un programme qui est adopté par le Conseil et le Parlement. Donc c'est le programme de travail de 10 ans de ce que l'Union européenne doit faire dans l'environnement. Et donc, c'est notre programme de travail, et c'est notre programme de travail tel que dicté par le Conseil et le Parlement. Ça, c'est important. Ce n'est pas la Commission qui dit ce qu'on doit faire, c'est le Conseil et le Parlement qui disent qu'est-ce que l'Union européenne doit faire dans les 10 prochaines années en ce qui concerne l'environnement. Et donc, ça s'appelle « Bien vivre dans les limites de notre planète » et ça donne un peu l'idée déjà qu'on ne peut pas vivre, donc, la croissance illimitée ne serait pas dans les limites de notre planète. Il y a 4 objectifs, je ne vais pas rentrer je vous invite à le lire, évidemment il est en français, mais l'objectif 1, c'est protéger, conserver, améliorer le capital naturel. Et donc on avait eu effectivement une discussion ce matin sur l'utilisation de l'expression de capital naturel, et cette discussion on l'a eue quand on négociait le 7e programme d'action, c'est-à-dire, c'est pas une discussion qu'on voit dans les sols, parce que la biodiversité des sols, l'amour de la société pour la biodiversité des sols est bien moindre que l'amour de la société pour la biodiversité au-dessous des sols. C'est vraiment le combat valorisation de la biodiversité vis-à-vis la valeur intrinsèque de la biodiversité qui doit être protégée par sa valeur intrinsèque et pas par l'utilité anthropocentrique de la biodiversité. Ça s'applique très clairement, et on le voit, pour la biodiversité au-dessus des sols, peut-être un peu moins pour la biodiversité dans les sols. Mais en tout cas, dans cet objectif de capital naturel, il y a la dégradation des sols compromet l'environnement européen. Donc là, cet constat se maintient. On commence à voir la problématique de l'imperméabilisation et la consommation des terres agricoles venant très fortement dans l'agenda politique. Ceci venant en particulier, mais pas seulement, on voit l'Allemagne qui ont un objectif de 30 hectares par jour de consommation. On voit aussi Flandre qui veut aussi avoir une consommation scellée en 2050. Donc on voit que ça retourne l'imperméabilisation et la consommation des terres agricoles très fortement. Et là, on arrive au sol. Et donc l'Union et ses États membres devront également réfléchir dès que possible à la manière dont les problèmes liés à la qualité des sols pourraient être traités à travers une approche fondée sur le risque qui soit ciblée et proportionnée dans un cadre juridique contraignant. Et donc, il faut intensifier les efforts pour faire reculer l'érosion des sols, accroître la teneur en matière organique, assainir les sites contaminés, donc tout ce qu'on avait déjà dit. Et donc, on se voit là, la Commission, avec un mandat de retourner avec une nouvelle initiative, qu'il faut évidemment en discuter avec les États membres pour éviter une initiative qui aurait, d'un cadre juridique contraignant, qui aurait effectivement plus de chances d'aboutir à un accord politique. Et donc, c'est ce qu'on est en train de faire. On est maintenant dans une phase de discussion interne à la Commission, de voir qu'est-ce qu'on pourrait proposer qui serait différent.
et qui aurait plus de chances effectivement d'aboutir à un accord politique. Pour les besoins de recherche dans cette nouvelle étape, il est clair qu'on a besoin, et ça, je vous dis ça, les besoins de recherche qu'on a du point de vue de la DG Environnement pour soutenir de façon plus claire une nouvelle initiative. Un, c'est les liens entre la dégradation des sols ou la protection des sols et la santé humaine. Ce qui est clair, il est clair que dans un cadre, comme ça a été souligné, de fonds publics qui rétrécissent, surtout en recherche, de cannibalisme entre les différents domaines de recherche, de trouver une justification sociétale à une continuation des fonds, le lien avec la santé humaine est essentiel. Non seulement il est clair, quoique on a toujours été en demande de plus d'informations sur, par exemple, la contamination des sols et des effets sur la santé, mais pas seulement la contamination des sols est seulement un type de dégradation des sols, il y aurait des liens avec d'autres dégradations des sols avec la santé humaine. Donc là, il y aurait vraiment un chantier et aussi à faire passer aux politiciens ce genre de lien, mais aussi les liens bénéfiques, parce que comme vous le savez, récemment, ils avaient retrouvé un micro-organisme des sols qui produisait un antibiotique, qui a été vraiment une brèche dans la recherche antibiotique, parce que c'est un antibiotique qui fonctionne pour certaines maladies très courantes, qui souffraient déjà beaucoup de la résistance aux antibiotiques existants. Donc, aussi les bénéfices du sol pour la santé. Donc, les liens, évidemment, de façon égoïste, entre guillemets, on a besoin de plus d'évidence et de connaissances sur les effets transfrontaliers de la législation sol, parce qu'évidemment, un des gros arguments quand on discutait la législation sol, c'était le sol ne bouge pas, qu'est-ce que mes voisins doivent aller se mêler de ce que je fais? Dit comme ça. Alors, je vous assure que les discussions sol, et ça je crois qu'on a sous-estimé à la Commission le caractère émotionnel de la discussion sol. Tout à fait. On l'a tout à fait, et quand on s'est retrouvé à négocier ça au Conseil et au Parlement, on a vu le caractère viscéral et émotionnel d'une discussion sol. Et donc, le sol ne bouge pas, c'était le slogan de tous les grands détracteurs de la législation européenne. Et bien qu'on venait évidemment avec des cas très concrets et des exemples d'effets transfrontaliers, ça demeure quand même un slogan politique très puissant. Les impacts économiques et sociaux de la dégradation des sols. Et ça rejoint évidemment toute la discussion qu'on a eue avant sur la dégradation des sols est un peu un mal inconnu. Et donc faire le lien avec les impacts économiques et sociaux de la dégradation des sols. Plus de connaissances sur l'état des sols. Et ça, c'est essentiel. Luca Montanale, s'il était ici avant moi, il est un très grand défenseur de revenir sur le terrain mesuré, peut-être moins sur les modèles, mais vraiment quelqu'un, il faut que finalement aille mesurer dans les champs. Et donc, surtout si finalement on change d'approche dans une nouvelle initiative et on tente de faire une approche plus ciblée sur des qualités des sols, il faut avoir une très grande idée de l'état des sols. Et pour finir, sur plus de connaissances sur les services écosystémiques des sols et la biodiversité dans les sols qui fournissent ces services. Et ça, c'est essentiel parce que ce qu'on s'est rendu compte, quand on a discuté de la biodiversité des sols, donc dans le 2003, quand on faisait la directive, les chercheurs nous ont dit on n'en sait pas assez sur la biodiversité des sols et le lien avec les services écosystémiques pour les mettre dans un cadre juridique. On a été convaincus et on n'a vraiment pas mis beaucoup de biodiversité dans la directive pour ne pas dire rien. Mais là, en disant tout l'agenda des services écosystémiques, surtout pour la biodiversité en dehors des sols, a avancé de pas de géant. Et donc, une nouvelle initiative devrait avoir un caractère écosystémique beaucoup plus marqué que la proposition précédente. La proposition précédente étant quand même très ciblée sur les propriétés physico-chimiques des sols.
Et donc, là, il y aurait quand même un changement à faire et booster le côté écosystémique, qui n'est pas facile de faire ça dans un cadre juridique, je vous assure, mais il faudrait quand même faire ça. Donc, il faut vraiment les connaissances beaucoup plus poussées. Et pour ça, je fais, hélas, j'arrive presque à la fin de ma présentation, nous sommes en train de faire, il faut aller parasiter, si je peux le dire un peu, parasiter. Il y a tout l'agenda biodiversité qui a été boosté politiquement au niveau international et européen énormément. Et il faut aller parasiter. Et vraiment, parce que j'ai été 4 ans dans l'unité biodiversité, donc je sais que quand ils parlent de biodiversité, ils ne comptent pas les sols. Ils y comptent pas. Moi, c'était là que je me disais, mais il faudrait compter les sols. Ah oui, oui, c'est vrai, tu as raison, tu as raison. Mais il faut vraiment parasiter cet agenda politique biodiversité qui a vraiment le vent beaucoup plus derrière que nous, et où on est légitimement, c'est pas qu'on parasite illégitimement, on parasite tout à fait légitimement cet agenda politique. Et donc, dans ce cadre-là, il y a un exercice très grand qui se fait au niveau européen sur la cartographie des écosystèmes, cartographie et analyse des écosystèmes et de leurs services. La Commission, avec les États membres et plein de chercheurs, on a fait une méthodologie pour faire ça au niveau local, au niveau régional, etc. Et on a fait, ça c'est une méthodologie qui se appliquerait à tous les écosystèmes, donc c'est assez général. Et on a commencé à dire pourquoi on n'appliquerait pas cette méthodologie aux forêts, aux océans, à l'agriculture et au sol. Et donc on a demandé aux États membres, est-ce qu'il n'y aurait pas des volontaires qui voudraient faire notre méthodologie, mais l'appliquer aux forêts pour voir s'il faudrait adapter, faire. Et donc on est en train de faire ça pour les sols. On veut prendre cette méthodologie européenne et voir si elle marcherait. Il faudrait faire évidemment des adaptations pour les sols. Et on demande des volontaires. On sait que ce genre de cartographie se fait au niveau des États membres. On a déjà les Flamands qui nous ont dit on est partant, on va tester votre truc et on voit si ça, qu'est-ce qu'on devrait changer et adapter. On sait que parallèlement la France a un exercice un peu similaire qui est en train de... Mais peut-être pas coordonné au niveau européen, donc il y a moyen de faire mieux. Et donc ça, c'est un appel donc, de collaboration que je suis en train de faire là. Parce qu'évidemment, ça relie ce que M. Robert a dit ce matin, etc., relie la discussion avec l'état des sols, les services écosystémiques, l'utilisation du territoire public. Et donc, bon... Je fais très très vite. Une nouvelle initiative, on est dans une phase interne de discussion. On fait l'inventaire actualisé des mesures nationales. On rentre dans une analyse économique surtout et aussi écosystémique beaucoup plus poussée. On travaille aussi en parallèle dans une communication sur le territoire comme ressource, qui est toute l'utilisation des sols en tant que, et aussi de l'aménagement du territoire. Et on fait plein de choses pour l'international des sols, l'Expo de Milan, qui est tout à fait sur liée à la fertilité des sols, et la Green Week, je vous invite on a une séance sol. Et donc, ici, on a je vous dis, des publications en français dans notre site que vous pouvez aller voir sur la biodiversité des sols, l'imperméabilisation, etc. Merci beaucoup. Merci Claudia. Pour prolonger ce qui vient de nous être dit, en reprenant la phrase de Luca Montanarella, c'est-à-dire traduire la connaissance scientifique dans quelque chose qui peut être utilisé par les décideurs, moi je voudrais vous montrer une autre fenêtre d'opportunité. Elle est très grande. Vous avez à vous réunir pour y répondre. Nous changeons de système de région, nous en avons moins. Toutes vont avoir, avec des élus renouvelés, à décider de schémas de cohérence écologique, de schémas climat-air-énergie, de schémas de développement durable, et j'en passe. On a eu au cours de ces 2 jours et demi des exposés qui, pour certains, pourraient déjà être opérationnels. Je pense notamment à toutes les méthodes d'évaluation, et qui, pour d'autres, pourraient le devenir. Je pense notamment à des outils de mesure directe sur les sols. Et je crois que si vous aviez l'intelligence de vous réunir et de vous vivre comme complémentaires et pas comme concurrents, que ce soit dans vos domaines ou que ce soit dans vos recherches, vous avez devant vous un champ de propositions et vous pourriez très bien parvenir à une méthode relativement unifiée
qui permettrait de faire entrer les sols, car ça n'est pas le cas actuellement, dans tous ces schémas régionaux qui vont tous se renouveler. Merci Jean-Claude pour ta exhaustivité, ta concision. Laurent Tapadinas, directeur de la recherche et de l'innovation au Commissariat général du développement durable, pour clôturer, non pas clôturer, non, ça fait bocage, pour clore, ça fait chimique, pour terminer ces débats. Deux, trois messages. Le premier, c'est évidemment un message de remerciement. Et je voudrais commencer par remercier où était le parti là, Claire Chenu, en premier chef, la présidente du conseil scientifique GESOL. Elle a relevé effectivement combien ce programme est transversal, pluridisciplinaire, riche, et animer un conseil de cette nature, c'était pas une chose facile. Elle l'a fait avec compétence, elle le fait, je ne sais pas pourquoi j'en parle au passé, mais on l'a vu au travers de ce colloque, avec vraiment un rôle moteur dans ce programme dont ma direction la remercie vivement. Je voudrais derrière elle remercier évidemment tout l'ensemble du conseil scientifique de ce programme et le comité d'orientation du programme GESOL qui a œuvré pour la préparation et la co-animation de ce colloque. Bien sûr, tous les intervenants, l'école qui nous a accueillis, même s'il faudrait peut-être mettre un petit peu d'huile dans la porte. Mais sinon l'amphi était très bien. L'ANR qui a contribué à ce colloque et qui notamment a apporté du financement à différents projets et aussi à la contribution à ce programme. Et puis l'équipe d'animation du colloque a déjà été citée, mais je rementionne l'équipe de l'ADEME, Camille Guélier, je ne sais pas où il sera, Antonio Bispo qui est là, Noël Millet et Sylvie Guiraudet qui ont contribué à voilà, merci pour eux. J'oublie pas mes propres équipes, Hélène Soublet et Jurgis Sapijanska qui effectivement étaient aussi largement des acteurs de ce colloque, vous tous, et puis notre animateur, bien sûr, Frédéric Denry, qui a aussi assuré brillamment l'animation de ce colloque. Sur le fond, je serai bref, je ne vais pas résumer, j'ai pas la prétention, d'autant que je n'étais là que ce matin, l'ensemble de ce colloque. Je crois qu'on a à la fois mesuré, partagé ensemble le fait que les sols sont indispensables et qu'on a un peu tendance à les oublier et qui sont soumis à des fortes pressions, mais je crois qu'on a pu aussi constater malgré tout que ce sujet des sols est à l'agenda politique à différents niveaux, évidemment au niveau international, année internationale des sols cette année, au travers du sujet de la séquestration du carbone dans les sols, on a l'enjeu et l'opportunité de la COP 21 en cette fin d'année. Ça a été la loi sur la transition énergétique qui a inscrit aussi des dispositions sur ce sujet au travers de la stratégie nationale de développement à faible intensité de carbone. Le 4 pour 1000, le programme 4 pour 1000 qui a déjà été aussi cité et qui, je crois, a fait l'objet de communication du conseil de GESOL qui a été rappelé en début de ce colloque, donc je ne reviens pas là-dessus. On aurait pu citer aussi le projet de loi biodiversité qui est porté aussi par notre ministère et qui, dans la version adoptée en première lecture par l'Assemblée nationale, répare une forme d'oubli en mentionnant le concours des sols et de la géodiversité, la constitution du patrimoine commun de la nation. Au niveau communautaire, merci à Madame Lazabal de nous avoir fait l'état des lieux et on voit aussi que c'est un sujet qui est à l'agenda. On l'a vu aussi au niveau local au travers notamment de l'illustration qui nous a été apportée par Madame Hébert-Picard. Que je remercie également pour son intervention. Je dirais d'ailleurs, je mentionne comme un outil qui peut être utile aussi pour prolonger les travaux qui sont menés dans un programme comme celui-là, le CEREMA qui a été mentionné à un moment dans un des exposés et qui, je pense, peut contribuer aussi à assurer ce lien entre les travaux de recherche et l'opérationnalité
avec son action sur l'ensemble du territoire national. Donc je crois que ce sera important de le mobiliser dans la suite des travaux de ce programme. À l'agenda, pour nous avons, Claire Chenul l'a évoqué, le travail des inspections générales qui a été lancé pour essayer d'examiner comment préparer une stratégie nationale de gestion durable des sols. Donc nos inspecteurs généraux sont actuellement en cours de consultation d'une large gamme de parties prenantes et sur une revue d'un nombre important de politiques publiques qui vont de la réglementation à la stratégie de recherche et de surveillance de la qualité des sols. Donc on attend leur rapport pour le milieu de cette année qui, je pense, devrait constituer une contribution importante pour améliorer la politique nationale relative au sol. Et puis il y a tout le sujet de l'artificialisation des sols. Alors Claire Chenul l'a déploré, je vais presque dire, je le déplore avec elle, qu'on n'ait plus vraiment dessous pour financer, comme on l'a fait par le passé, des actions de recherche incitative. Donc c'est pas spécialement dans le domaine des sols, hein, c'est dans le contexte budgétaire contraint que je pense que tout le monde connaît l'ensemble de notre ligne budgétaire de cette recherche incitative qui a disparu. Pour autant, on essaye de maintenir des actions d'animation de la recherche et de valorisation de cette recherche ou des financements de choses un petit peu plus ciblées, ce qui va être le cas de l'évaluation critique de l'état des connaissances scientifiques relatives à l'artificialisation des sols, donc UNESCO, qui a vocation à rassembler les regards d'une large gamme de disciplines dans le domaine qui vont des écologues aux urbanistes, des hydrologues aux spécialistes du foncier, aux économistes, aux concepteurs d'infrastructures. Donc je ne rentre pas dans les détails, mais donc il s'agit bien effectivement là aussi de faire une large revue qui va permettre d'éclairer les politiques publiques en la matière. Et mon dernier point sera pour vous donner rendez-vous le 3 décembre 2015 lors de la Journée mondiale des sols qui est organisée au Sénat par la FES. Ça a dû être déjà mentionné, j'imagine, au cours du colloque. Et si je le mentionne, c'est puisque le programme GESOL, à cette occasion-là, effectivement, lancera l'ouvrage de synthèse rassemblant et mettant en perspective les résultats des 22 projets GESOL qui vous ont été présentés durant ce colloque. Je n'oublie pas de mentionner que si jamais vous avez raté une partie de ce colloque, eh bien, vous aurez une séance de rattrapage puisque l'ensemble des sessions vont être mises en ligne, donc dans une semaine à peu près peut-être. Donc vous aurez la possibilité de voir ou de revoir l'ensemble de ce colloque, auquel je vous remercie d'avoir participé. Soit comme intervenant, soit comme participant dans la salle de manière active. Et voilà, ça sera mon dernier mot. Merci. Merci.